Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, débat, speech, discours, coup de gueule. Aujourd'hui nous allons parler de tout ce qui est éolien, anti-éolien, un peu d'agriculture, d'environnement et tout ça. Je rappelle que ce n'est que mon avis et mes réflexions personnelles que j'évacue et vous pouvez vous faire vos propres réflexions avec votre recul et vos recherches. Là, je partage juste une expérience et voilà, une ébauche d'idées et d'opinions, voilà. Après, vous en faites ce que vous voulez. Et encore, mon opinion peut évoluer dans le temps, à l'avenir. J'ai une famille qui est assez ancrée dans tout ce qui est environnement, sensibilisation et préservation, mais malgré tout, ça n'empêche pas qu'un jour, j'ai pu les accompagner pour aller voir une conférence anti-éolien. C'est dans un petit village avec beaucoup de personnes d'un certain âge. Pour le contexte social, les gens ont l'air de se connaître, hein, c'est un petit patelin. On dirait qu'ils ont tous au moins plus de 50 ans, avec une poignée de plus jeunes, quoi. La personne qui fait la conférence est un anti-éolien qui a déjà fait quelques actions autour de Dinard, Dinan, parce qu'il y a eu des projets aussi vers là-bas. Et là, c'était de l'anti-éolien autour de l'Ifré, vers là. Après, il a peut-être été vers Pimpon, Pléland-le-Grand, parce qu'il y a eu aussi des projets vers là-bas. Mais ça, je n'en sais rien. Voilà. Là, je vais pas forcément parler des propos et des arguments, je vais parler de la manière dont il s'exprime. Dans un autre épisode, j'ai publié ou je vais publier, ou c'est en préparation, ou c'est prévu, que je vous parle de comment les livres religieux de sectes font pour un peu, pas laver le cerveau, mais influencer, encourager les gens à lire et à venir dans le groupe et à penser la même chose. Il y a des techniques en fait d'oration qui manipulent les gens de manière toute gentille et innocente. C'est par l'innocence qu'on a les gens plus facilement. On va voir que les principaux outils utilisés là, c'est la peur et l'ignorance. Il commence par présenter, voilà, je suis quelqu'un comme vous, un retraité, qui pourtant ne fait pas rien. Donc là, il fait comme les politiciens, il utilise l'empathie. Il attaque tout de suite, ah là là, aujourd'hui, il n'y a plus de transparence, hein, il n'y a plus de communication entre les municipalités, les agriculteurs et les habitants. Donc, d'office, lorsque le maire, parce qu'il était présent, va parler à la fin, d'office, il est discrédité. Et puis, bon, bah voilà, je suis quelqu'un comme vous, je suis un pauvre retraité, et aujourd'hui, je ne vais pas forcément vous parler, je vais pas forcément être anti-éolien, je vais juste vous présenter des informations que j'ai lues et vues, des faits. Voilà, tout ça, ce ne sont que des faits. Donc là, il appuie bien là-dessus, que ce sont des faits comme lui. Voilà, qu'il connaît, innocemment, hein, il va juste donner quelques petites infos comme ça, de ce qu'il a entendu et tout. Et puis, être le maître de conférence d'une conférence anti-éolien et se dire qu'il ne va pas être anti-éolien, c'est un peu paradoxal. Et de toute façon, il tient une association anti-éolien. Donc dire ça, c'est de toute façon un peu mensonger. Voilà, ensuite il dit, bon bah voilà, moi j'ai lu 3 livres sur l'éolien. Alors en fait, les gros titres de ces 3 livres, en fait, c'est complètement de l'anti-éolien. Donc il a utilisé 3 livres anti-éoliens pour se renseigner sur l'éolien. Plus tard dans la conférence, il va discréditer les personnes pour les éoliens en disant oui, on ne les entend pas parler, on attend qu'ils viennent nous dire des infos et contre-argumenter, on les entend pas parler. S'il a pu aller vers des livres anti-éoliens, ben il peut aller lire des livres éoliens en fait. Ou je ne sais pas d'où viennent les auteurs de ces livres, ce qu'ils ont fait, mais forcément, il y a du business à vendre des livres, en fait. Le monde de la librairie, il y a les grands artistes passionnés qui s'arrachent les cheveux pour gagner 2 euros. Et il y a quand même un business quelque part, de l'autre côté, de personnes qui écrivent juste pour se faire de l'argent, peu importe ce qu'on dit.
Il y a de la manipulation dans tous les livres, hein, il faut faire attention, surtout quand on parle de choses réelles. Je m'y connais moins parce que je suis pas une grande lectrice, à prendre du recul parce qu'on sait que c'est faux, donc bon voilà, c'est une petite histoire. Bon, indirectement ça doit nous influencer, mais les livres où on parle de manière scientifique, le scientifique en fait est le langage documentaliste, voilà, naturaliste, est un moyen en fait de convaincre. Peu importe si c'est vrai, c'est des modes de langage qui manipulent, enfin pas manipulent mais influencent. Pas forcément manipulent mais influencent, voilà. Convainc plus que ça ne persuade, parce que justement le fictif persuade plus qu'il ne convainc. Il va discréditer les personnes pour les éoliens alors qu'il n'a même pas lu de livre où il ne va peut-être pas aux conventions pour éoliens. Donc voilà, il dit qu'il s'informe mais en même temps il ne s'informe pas totalement. Mais comme il parle gentiment et qu'il est comme tout le monde, bah on continue de l'écouter. C'est un diaporama assez vite fait, hein, assez simple à comprendre hein, pour des personnes qui n'ont pas le temps au quotidien de se renseigner par soi-même. Donc on va à des conventions, on va à des conférences, puisque la plupart de la salle c'était des agriculteurs. Les agriculteurs, je connais pas leur quotidien, mais je ne suis pas sûre qu'ils aient le temps ou l'habitude d'aller chercher sur internet, décortiquer tout ça, décortiquer tout ce qu'il y a à comprendre dans les micmacs du business et de l'agroalimentaire et tout ça. Il y en a qui ont juste récupéré la ferme du père et qui se retrouvent dans le business avec des dettes. Enfin, je ne sais pas comment ça marche. Et faites attention aussi à ce que je raconte, parce que moi aussi, par influence, je peux vous manipuler sans le vouloir. Je m'en excuse pour ça, mais je peux aussi utiliser des techniques pour que vous m'écoutiez et que vous continuez à regarder cette vidéo. Donc voilà, n'importe quel contenu, quand vous écoutez quelque chose, n'hésitez pas à prendre en note et souffler et ok, qu'est-ce qu'elle raconte, comment elle l'a raconté. Parce que c'est bien ça que je veux parler aujourd'hui, c'est comment il parle. Pas forcément les propos, hein, c'est comment. Voilà. Donc voilà, et là dans ces diaporamas, il balance des chiffres, des schémas, des kilowatts par seconde pour expliquer qu'une éolienne c'est moins efficace, moins productif que le nucléaire. Comme les gens ils s'y connaissent pas et que ces chiffres font peur, bah par l'ignorance et la peur, il influence. Alors peut-être que les chiffres étaient vrais, d'accord, oui forcément. Une petite éolienne, peut-être oui, produit moins que le nucléaire, oui. C'est pour ça qu'on a préféré pendant des années le nucléaire aux éoliens. Et après, il va dire non, mais je ne suis pas pour le nucléaire. Et je ne suis pas pour les éoliennes non plus. Je ne suis pas contre non plus. Je ne suis qu'un gentil petit monsieur. Mais avouez quand même, parce que ça il le dit, avouez quand même que c'est vachement mieux, excusez-moi, c'est dans la nature humaine et on aime le luxe, de taper sur un bouton et qu'on aime que ça s'allume tout de suite. Ça rappelle qu'on est dans un confort et qu'on veut y rester. C'est-à-dire que confort capitalisto, consommation, on continue à surproduire et la moitié sera jetée et gaspillée, et ben c'est un confort et on y reste. Mais il n'est pas pro-nucléaire. Bien sûr que non. Il est en train totalement de valoriser le nucléaire, mais il n'est pas pro-nucléaire du tout. Voilà, donc peut-être que oui, il a raison, une éolienne produit moins. Je le rappelle qu'il ne fait énumérer que des faits, hein, des anecdotes. Hein. Mais si on énumère que des anecdotes et tout ça, ben on n'est pas solide en fait. Donc on va pas nous croire jusqu'au bout. Donc, pour parler des faits qu'il connaît gentiment, qu'il a entendu, donc des choses de notre campagne, de notre patelin, hein, donc d'Ille-et-Vilaine, donc voilà. Alors du coup, on va parler de la Chine et de l'Allemagne et des États-Unis. Alors, c'est pas bête de le faire. C'est juste qu'il se contredit. Il dit qu'il va te dire que des faits, qu'il a lu des choses factuelles, et en même temps, il a lu que de l'antinucléaire. Et il va me parler de l'étranger. Alors effectivement, après il nous a montré des grosses images donc qui font peur, hein, la peur, voilà, parce que donc, les images qui font peur, c'est des grosses images de champs d'éoliennes abandonnés aux États-Unis parce que en fait ça coûte trop cher de les démanteler. Alors effectivement là ça fait peur, hein, ça coûte cher et tout. Oui d'accord, le propos peut-être qu'il a raison.
Effectivement, l'image fait peur. Le principe d'utiliser la peur pour convaincre et persuader, attention jusqu'où ça peut aller. Là, c'est le début et après, je ne sais pas comment les gens vont penser et qu'est-ce qu'ils vont retenir, comment est-ce que les gens vont se défendre face aux journalistes, comment les journalistes vont défendre ça et ainsi de suite. C'est des réactions en chaîne. Tout n'est que réaction en chaîne et cycle et réaction en fait. Là, pour l'instant, ça paraît tout gentil, mais derrière, la peur, ça peut avoir des conséquences indésirables. Et qu'on ne contrôle pas. La peur des autres, on ne la contrôle pas. On peut la déclencher. Et après, elle est hors de contrôle. Hein, parce qu'on ne connaît pas les gens en fait. Voilà. Et une foule incontrôlée, sauf par quelqu'un qui manipule par la peur, c'est pas rassurant. Hein. Hitler et Pétain, c'est ce qu'ils ont fait. Enfin, après, là, je pars un peu dans les extrêmes. Hein. C'est facile de dire ça et de toujours attacher au nazisme et tout ça. Mais en soi, faut regarder comment ils manipulent. Hein. Donc là, je pars loin. Je dis vague. Les éoliennes, par exemple, ça peut tuer des oiseaux. Donc ça tue la faune. Et malgré tout, la LPO, la Ligue de protection des oiseaux, eh bien, est pour les éoliennes. Il est un peu acteur, hein. Quand il est sur scène, il est là. Ah là là, bah c'est absurde. Et en fait, il va faire des blagues pour être ami avec le public. Et en créant une relation saine publique, bah il va les avoir en fait. Ah bah c'est bizarre quand même. Mais justement, il va poser la question. Mais est-ce qu'il est allé chercher les réponses? Mais ça, il ne va pas le dire. Peut-être qu'il est allé se renseigner pourquoi est-ce que la LPO, même si ça tue des oiseaux, eh bien ça va protéger les éoliens. Et bah peut-être qu'il est allé chercher l'information, mais il décide peut-être de ne pas le dire. Parce qu'il sait pourquoi la LPO protège les éoliens, mais ça va contredire son discours. Parce que personnellement, justement, avec ma famille naturaliste, on a dû faire, ils ont dû faire des comptes rendus de mortalité de la faune sous les éoliennes. On est allé sous les éoliennes chercher des cadavres et d'oiseaux et de chauves-souris et de batraciens et tout ce qu'on veut sous les éoliennes. On a compté les oiseaux. Je n'ai pas les chiffres, mais en soi, peut-être, possiblement, il y a moins d'oiseaux qui meurent par champ d'éoliennes que toute une biodiversité par les déchets d'une centrale nucléaire, d'une centrale à charbon, dans les rivières, dans les sols, dans l'air, et même dans la consommation de l'eau. En 2023, on a eu tout ce qui est super bassine et tout ça, mais combien ça consomme d'eau une centrale nucléaire pour pouvoir refroidir tous les moteurs, pour pouvoir chauffer l'uranium, je ne sais plus comment ça marche. Mais bon, déjà qu'on utilise beaucoup d'eau de manière démesurée pour la viande, pour le tourisme, et là, je pense qu'une centrale nucléaire, ça utilise aussi beaucoup d'eau, et ça déverse aussi beaucoup de déchets, qui tuent beaucoup la faune, et peut-être plus que les éoliennes, et c'est peut-être pour ça que la LPO défend peut-être plus les éoliennes, même si ce n'est pas économique, même si ce n'est pas social, et voilà. Parce que la priorité de la LPO, c'est de défendre les oiseaux, et pas forcément l'économie. Les oiseaux font partie d'une biodiversité, d'un écosystème, qui peut s'autogérer. Donc je vais parler plus tard de l'agriculture, soit dans cet épisode, soit dans un autre, je verrai au montage. Pas besoin de tout ce qui est pesticides, mais bon, ça, je commence à sortir du sujet, donc je reviens aux éoliennes et à notre monsieur le conférencier. La mondialisation comme argument. Effectivement, on a vu que la mondialisation était ni économique, ni sociale, ni environnementale. Enfin, peut-être un peu économique, mais ça dépend à qui ça profite. Ça, c'est un autre débat aussi à évoquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui est plus écologique entre produire ailleurs, produire localement, parce que produire localement, c'est aussi industrialiser notre territoire. Donc qu'est-ce qui est mieux entre l'industrie dans notre pays ou faire ailleurs, qu'est-ce qu'on produit, à quelle quantité, de quelle nature, qu'est-ce qu'on va s'interdire, qu'est-ce qu'on va s'autoriser,
Voilà, comment on produit. Donc ça, je vous invite à vous renseigner là-dessus, sinon je ferai une vidéo là-dessus sur mon opinion ou mes questionnements, hein. Ce ne sont que des ébauches, hein, je le rappelle. Et donc là, j'essaye de mettre beaucoup de peut-être. J'essaye de vous rappeler que ce ne sont que des suppositions et des hypothèses, et que c'est vraiment la manière dont il parle qui peut me déranger. Aussi, le côté luxueux, là, on aimerait bien que ça s'éteigne tout de suite la seconde dès qu'on touche sur le bouton. Mais par exemple, la voiture, si toutes les personnes qui pourraient se passer de voiture se passeraient de voiture, ça ferait plus d'espace sur les routes pour ceux qui n'ont pas le choix, ça ferait plus d'économies pour ceux qui n'ont pas le choix, et ça pourrait favoriser les transports en commun, le covoiturage et d'autres moyens qui sont et économiques, et sociaux, et écologiques. Mais là, c'est de l'individualisme positif, parce que souvent on dit l'individualisme ça peut être négatif, parce qu'on l'associe au libéralisme, au capitalisme et tout ça, à l'égocentrisme, aux minorités et tout ça, mais en soi, tout a un yin et un yang, et c'est à nous de décider de faire ce qui peut être un défaut, une qualité. Là, l'individualisme, bon, chacun a sa voiture, donc ça pollue. Bon, bah, si chaque personne qui peut s'en passer s'en passe, c'est positif. Après, chacun fait ses choix. Quelqu'un qui ne peut pas se passer de voiture, il peut changer sa consommation, comment il s'alimente. Et si ce n'est toujours pas ça, il va regarder, il va agir d'une autre manière. Mais ceux qui peuvent se passer de voiture, ils peuvent trouver d'autres moyens, qui, si ça se trouve, seront vraiment plus économiques, même pour eux. Tous ceux qui vivent en ville, franchement, les actes citoyens influencent les politiques urbaines de la mairie par la consommation. Le boycott, c'est l'argument majoritaire, c'est-à-dire si chacun se met à changer de consommation, bon là je change un peu de sujet, eh bien les entreprises vont voir leurs chiffres chuter, donc leur mentalité vont devoir changer parce qu'ils vont devoir changer leur marketing, mais ça ne suffit pas, donc ils vont vraiment devoir changer leur manière de produire, là ça va être mieux, mais les prochaines générations vont encore se plaindre des dernières choses à changer, peut-être que des entreprises vont faire chute et d'autres vont s'élever, et tout ça va faire évoluer la société lentement mais sûrement, et finalement peut-être plus rapidement qu'on ne puisse le penser. Donc chacun peut se dire oh là là ça ne sert à rien de boycotter, ça ne sert à rien, on va finir par ne plus rien manger. Sauf que déjà c'est bon pour la mentalité de se dire bah moi au moins je préfère vivre comme ça, c'est mieux pour ma mentalité, ma conscience, et ça aura beaucoup d'impact. C'est très important pour chaque individu, la conscience, la psychologie est phare en fait dans nos actions. C'est ça qui va nous pousser à agir ou pas, à se résigner ou pas, à s'émanciper et tout. Mais c'est à nous de décider si on est un mouton ou un révolutionnaire ou entre les deux, ou ça dépend dans quelle situation, et de s'adapter. Si on veut vraiment être des gens intelligents, c'est la capacité d'adaptation, l'intelligence. Donc si on a décidé d'être ouvrier, ok, il n'y a pas de problème. Si on a décidé d'être cadre, ok, il n'y a pas de problème. Après, on est tous responsables des conséquences de nos actes. Autant les gouvernements que les citoyens. Pour moi, tout le monde c'est des cycles, c'est des rapports, c'est des relations, c'est des systèmes. Un système, c'est bien que et le gouvernement n'est pas tout seul et que les habitants ne sont pas tout seuls. J'aime bien cette phrase de la sécurité routière, c'est « sur la route, tous responsables ». Eh bien, personnellement, je mets cette phrase un peu partout. Tout le monde est fautif, peu importe à quel degré, à quelle importance, à quel pourcentage, mais en tout cas, considérer qu'on est chacun responsable, et l'un pas plus que l'autre, et comme ça on agit, et voilà, on se prend pas la tête et on agit. Ensemble ou individuellement, voilà. Donc après, au début et à la fin, le monsieur parle du site internet. Et on va le voir quand je vais parler du livre sur la secte, avec la grande vérité de Krishna. Hein. C'est exactement la même technique, c'est-à-dire que à la 4e de couverture du livre de la secte,
il y a le site internet. C'est-à-dire qu'avant même de lire le livre, on va sur le site où il y a écrit en gros « Abonnez-vous et suivez-nous et regardez, il y a tel événement » qui est peut-être plus impactant et plus motivant pour les gens qui ont la flemme de lire. Et si on retient pas tout, eh bien tant pis. Eh bien tant pis, t'as le droit de pas tout retenir, alors que c'est ce qui est le plus important. Tu peux tout retrouver sur notre site internet qui est fourré d'informations qu'ils dirigent eux-mêmes. Et là, ils ont plus la main sur nous. Et sur vous, voilà. Et puis, donc voilà, à la fin de la conférence, donc comme le maire a été discrédité, bien sûr, il a eu le public dans la poche, et tout le public était là à huer et à ne pas vouloir écouter le maire, ou les élus, et à gueuler, et à se plaindre sur et il va où notre argent, et il va où notre argent, et à ressortir en fait exactement les mêmes arguments, les mêmes punchlines, aussi sympathiques que factuels, que scientifiques. Il répétait la même chose que ce qu'il venait d'entendre. Raison ou pas, ça s'est ancré en fait. Mais c'est la manière de faire rentrer des informations. Donc voilà, il y a aussi cette manière de parler de vérité générale pour parler de cas particuliers, ou l'inversement, de parler de cas particuliers et d'en faire des généralités. Ça, c'est flagrant pour manipuler, hein. Comme ça s'est passé ici, ça va se passer partout, et paf, là on effraie tout le monde, et tout le monde est d'accord, et tout le monde nous suit. Donc oui, peut-être que ça a été vu et revu, des débats, des conversations, des conférences sur pour ou contre l'éolien, sur les avantages, les inconvénients de l'éolien, et oui, des centrales nucléaires. Le nucléaire peut être vu comme une alternative aux fossiles, le temps qu'on trouve autre chose de plus productif et local. Et c'est ce que fait Macron là, c'est qu'il essaye de réindustrialiser la France. Après, forcément, ça aura des conséquences effectivement peut-être positives pour des politiques internationales, mais négatives au niveau intérieur. Personnellement, ce que j'ai remarqué dès 2017, c'est que Macron est meilleur, enfin, c'est mon opinion, est meilleur dans tout ce qui est relations internationales que en gérer l'intérieur. Et franchement, je trouve ça assez fort quand même. Je suis pas en train de valoriser Macron, mais il faut reconnaître que même des personnes qu'on peut désapprécier ou pas être d'accord sur tout, peuvent quand même avoir des qualités. Voilà, on n'est pas tous des anges ou démons, tout n'est pas manichéen à diviser le bien le mal. Voilà. Si je peux parler d'agriculture maintenant, en fait, ce qui me fait peur, par exemple, sur les pesticides, déjà peut-être qu'ils n'ont pas le temps, voilà, de se renseigner. Je ne sais pas comment ils sont informés sur les pesticides, sur ce qu'ils font eux-mêmes. Et ils ont une pression énorme tout de suite, des dettes à rembourser. On l'a vu dans le film Goliath, hein, tout le business qui est derrière, de pression et tout ça d'argent. Après, il y a Goliath, il y a plein d'autres films. C'est juste que Goliath, je trouve que c'est un film qui est accessible à tous, qui est aussi bon pour être une ébauche. C'est-à-dire que il n'est pas assez complet et précis et réaliste pour des personnes naturalistes qui s'y connaissent, ou des agriculteurs, ou même les avocats, mais pour ceux qui ignorent tout de tout cela, pour des personnes voilà qui sont enfermées dans la capitale, qui ne sortent jamais, voilà, c'est une ébauche et ça donne un aperçu. Après, attention aux aperçus, si on s'attache que à ça, ça ne suffit pas. Je suis la première à faire des raccourcis, et c'est bien dangereux de se restreindre à des exemples comme ça. Je suis la première à être influencée par peu de choses en fait, hein, voilà. Personnellement, je pense que ce qui pourrait être une solution, après je suis pas agricultrice, je suis pas du tout dans ce monde-là, il faudrait que les agriculteurs retrouvent leur propriété, voilà, leur terre, c'est eux qui sont propriétaires de leur terre, qui sont responsables, et ils n'ont pas à être obligés de produire, d'acheter de nouvelles graines à chaque fois, parce qu'ils ont interdiction d'utiliser les semences de la culture précédente, et à chaque fois ils doivent en racheter pour les cultures prochaines, et ça c'est de l'argent, ça les tue en fait. Voilà, ils n'ont pas d'argent, et en plus ils doivent racheter des quantités, il y a la moitié qui a cramé, il y a
de manière utile ou pas, accidentelle ou industrielle, ils peuvent pas en fait se permettre d'acheter autant de choses. Et tout ça, c'est juste demandé par les lobbies, les entreprises, quoi. Ils ont pas le choix, c'est comme ça. Et est-ce qu'ils ont la main sur ça? Bah, ils ont pas le temps, ou ils ont pas la connaissance, ou je sais pas, il y a un truc qui bloque, qui les empêche d'agir parce qu'ils sont pas maîtres d'eux-mêmes, ils sont pas maîtres de leur terre, et il faudrait leur donner plus de pouvoir et leur donner plus de droits sur leur propre terre. Et par exemple, interdire le fait de les obliger à utiliser tant de produits et telles graines, et lorsqu'il y a des accidents météorologiques, agroalimentaires et tout ça, eh bien ils reçoivent de l'argent parce qu'ils ont eu des problèmes. Il faut bien qu'on... Enfin, un peu une aide sociale agricole en fait. Voilà, après on va pas les encourager à cramer leurs champs pour qu'ils gagnent de l'argent. Là on peut voir si c'est criminel ou pas, volontaire ou pas. Après si ça a des causes psychologiques, suicidaires, je ne sais quoi, là on peut rediscuter, mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un manque de législation sur tout le domaine de l'agriculture, de l'agricole et tout ça. En fait, ils ont peut-être plein de tableaux, de papiers, de chiffres à faire, de choses à faire, de cases à remplir et de chiffres bien serrés et tout ça. Mais au niveau des droits, dans les devoirs, là, ça y va, mais alors tout ce qui est droit et interdiction et tout ça, là, il n'y a plus rien, quoi. Enfin, c'est une impression personnelle, hein, je m'y connais pas. Attention, ce n'est qu'une impression personnelle. Voilà, mais voilà, je suis pour qu'on leur donne plus de droits, hein, et je pense que ça leur ferait du bien, même si ça fait des années qu'ils ne sont plus maîtres de leur terre, hein, qu'on les oblige à surproduire, et la moitié est jetée, hein. Que tout ça, c'est surconsommation, surproduction, ahurissant, c'est même pas pour nous, c'est pour les bêtes. Des bêtes, la moitié sera jetée, torturée, ou et si on encourage les gens à manger de moins en moins de viande, c'est bien. Mais bon, c'est bien pour qui? Je suis pas en train de vous encourager à manger de la viande, hein. Juste quand on décide de ne plus manger de viande, c'est bien parce que bah voilà, ça diminue le business de l'horreur, maltraitance animale, surconsommation et même tout ce qui est OGM, perturbateurs endocriniens et tout ça que les animaux et les élevages mangent, que tout ce qui est pharmaceutique, médical qu'on met aux animaux. Tout ça, enfin voilà, c'est pas du tout hygiénique, sanitaire, rien. Mais derrière, bah, les agriculteurs, oui, ils ont des obligations. Et à quel moment ces obligations vont changer, quoi? En fait, c'est tout un système à changer, mais en fait, par où on commence? Qui se charge de s'occuper de quoi, où? Et je pense qu'il y a un gros travail de législation à faire, mais ça prend du temps, alors les gens, ils ont la flemme. Et puis là, comme on est dans une situation de crise et de panique, en fait, les gens veulent aller vite. Et par une ère technologique que nous avons, bah les gens ils vont vite. Il y a les technologies qui vont vite, ça stresse, on est 8 milliards, tout ça, ça fout la pression et tout. On ne sait plus qui est à quelle place et tout. Donc il faut aller vite. Et en fait, du coup, on ne se pose plus. On ne s'arrête plus, on ne réfléchit plus, on ne raisonne plus. Alors qu'il faudrait, au contraire, faire des réunions, faire des sondages, se parler, se poser des questions. Là, ça pourrait prendre des heures et des heures, et je comprends qu'on pourrait aller nulle part. Mais ça pourrait nous permettre de revoir nos rôles et réfléchir à de l'autogestion. Si on voit que les hiérarchies instaurées ont atteint leurs limites, parce qu'on a changé d'époque et de siècle, là on a atteint une limite et il faut peut-être, oui, revoir ça. Comment on revoit ça? Eh bien par le dialogue. Un dialogue organisé, parce qu'on va pas attendre 3 mois que les gens finissent leur conversation sans fin. Mais voilà, chacun a ses connaissances et va travailler sur ce pourquoi il est spécialisé. Chacun a quelque chose à apporter, a son expérience à rajouter, et aussi je pense qu'il y a un manque de témoignage. C'est-à-dire que peut-être que la droite va se reposer sur des gros textes et tout ça, instaurés depuis 58 et tout. Et ça, au moins, c'est des valeurs sûres, c'est du chiffre. Peut-être manipulé, mais la culture, la civilisation occidentale est
très attachés à tout ce qui est scriptural, écrit. Et du coup, ce qu'on pourrait faire, c'est de mettre sur papier les témoignages, en fait. Après, ça prendrait du temps et ça ferait beaucoup de livres, de pages et d'articles. Mais en soi, il y a un truc à faire, je pense, de témoignages de gens qui ont besoin de parler. Et là, ça ferait du dossier à lire. Là, ça ferait de la matière à travailler, de la matière à réfléchir, de la matière à, voilà, à bouleverser ce qui est instauré et ce qui ne tient plus, en fait. Donc ça, c'était pour l'instant agriculture. Parce que en soi, peut-être que les agriculteurs, ils veulent du bio, et aussi on leur dit, les gens ne veulent pas le bio parce qu'ils considèrent ça trop cher. Mais en soi, peut-être que vous achetez 5 boîtes de cookies industriels avec des additifs dedans par mois. Comme c'est additif, vous allez le finir vite et vous allez manger, 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 manger. Comme les poules dans les usines industrielles, quoi. Vous allez gaver, vous allez vous gaver tout seul. Alors que... Et puis c'est pas cher, hein, donc vas-y, on y va. Alors que le bio, on se dit c'est cher. Donc voilà, le bio c'est cher, donc je ne vais pas acheter. Mais en soi, comme il y a moins d'additifs, on va peut-être moins finir la boîte de gâteau vite. Donc au lieu d'acheter 5 boîtes, on va juste en acheter 3. Donc peut-être que ce n'est que 2 boîtes en moins, mais c'est déjà des sous en moins. Et donc peut-être que ça va revenir au même prix. Et comme je l'ai dit tout de suite, plus on achète l'un, moins on achète l'autre, et ça influence les entreprises à changer leur mode de production. Et donc ça a un impact sur l'agriculture et sur toute l'industrie qu'il y a derrière. Et du coup sur tout le monde qu'on va construire derrière. Donc voilà, je pourrais encore parler très longtemps de tout ce qui est éolien et agriculture. Là, je vais passer rapidement sur tout ce qui est les livres de secte. Juste le premier chapitre, c'est sur le fait de reconnaître ses torts, ses fautes. Il y a un double discours de vous êtes des fautifs et vous rêvez d'un idéal et de la vérité. Et il faut retrouver le bon qu'il y a au fond de vous-même. Et en fait, ça va faire des vérités générales qu'on pourrait lire dans plein de livres de psychologie, de sociaux, ou de ce que pourrait nous apprendre la vie. Oh là là, voilà, l'humilité, voilà, je cherchais le mot. C'est le gros titre, c'est l'humilité. Le premier chapitre, c'est ça, c'est l'humilité. Donc on est innocent, encore une fois. Regardez, nous ne parlons que de choses que tout le monde connaît, nous sommes gentils, voilà. On parle de ce que vous connaissez tranquillement. Et en fait, dans ce que je vais appeler la technique du pain au chocolat, c'est que ça va enrober d'une vérité générale que tout le monde va être d'accord. Ça, c'est le pain, la pâte feuilletée. Et dedans, on va mettre vérité, vérité absolue, Krishna de temps en temps. Mais pas partout, hein, sinon ça va être trop flagrant. Donc on met un tout petit peu partout. Et c'est un peu comme les images subliminales. On va s'habituer à lire ces mots parce qu'ils sont pas souvent là. Et en fait, ça va s'ancrer dans une habitude, ok, il en a déjà parlé au début, quand il parlait d'humilité et tout ça, et ça, c'est le chocolat. C'est des tout petits bouts, là, c'est qu'à la fin que ça a vraiment de l'influence, et c'est pour ça qu'on achète des pains au chocolat. C'est-à-dire qu'on croit qu'on achète des pains au chocolat pour le pain, pour la matière et tout ce que c'est, mais en fait, c'est juste pour le chocolat, hein. C'est ça qui nous encourage à en racheter, etc. Enfin, on croit acheter un pain, mais en fait, on l'achète pour le chocolat, mais on n'y pense même plus, c'est un pain quand même. C'est surtout un pain, parce que dans pain au chocolat, c'est le pain. Voilà, donc le chocolat, bon, voilà, il est là. Il est là, c'est tout. Innocemment. Voilà. Donc dans la vérité générale de l'unité, hop, on glisse vérité, Krishna et tout, innocemment, tout gentiment. Et là, pareil, dans les discours politiques, on fait des grands discours de grandes valeurs et tout ça, et on habitue à des mots de que ce soit cosmopolite, immigration, ou voilà, il y a un enrobage et quelques petits mots qui sont placés comme ça, pouf, 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 à droite à gauche, pour nous y habituer. Et en fait, on avance dans le livre de secte, pour retrouver son soi-même intérieur et qu'on puisse aller au paradis et être reconnu par Dieu
et aller dans le meilleur de soi-même et retrouver nous-mêmes et on est là pour nous aider, pour vaincre la pression qu'on a, hein, parce qu'on a des pauvres petits choux qui souffrent et c'est pour ça qu'on a acheté ce livre. C'est qu'il y a une grosse pression sur la société, il n'y a que la religion qui peut nous sauver et retrouver nos croyances originelles. Voilà. Donc, pareil, l'intention est bonne, mais après, c'est la manière dont il le fait qui peut m'inquiéter. Peut-être qu'ils sont tout gentils, mais en fait, dans la manière, il faut se méfier, parce que derrière, on sait que les sectes, c'est un gros business. Autre anecdote sur la secte, donc j'ai acheté ces livres l'année dernière, et je les ai recroisés cette année. Donc voilà, c'est des personnes qui se promènent dans la rue, qui distribuent leurs livres et qui discutent 5 minutes avec les personnes et qui demandent un petit 2, 5 € pour le livre. Donc là, ils ont l'air tout gentils, bienveillants et tout. Et je leur ai dit, oui, j'ai acheté vos livres, je sais que c'est pour la vérité de Krishna et c'est une secte et tout ça. Et alors le mec, il s'est transformé. Et il s'est énervé, mais non, pas du tout, va te faire foutre, laisse-nous tranquille, alors va te faire foutre et tout. Il s'est totalement transformé, hein. Il a totalement laissé tomber son masque de gentil petit vendeur pour l'humilité et tout ça. Non, derrière, ça se fait du chiffre, hein. Sinon, s'il était vraiment bienveillant avec beaucoup d'humilité et que leur secte était vraiment utile pour la vérité et l'humilité, il m'aurait pas parlé comme ça. Là, le monsieur, il manque de sophrologie. Et encore, la sophrologie aussi, c'est un business. Enfin, on peut tout considérer comme business parce qu'on peut tout considérer aussi comme syndrome. Hein, le syndrome de l'amour, le syndrome de la tristesse. Voilà, on peut dire que tout est syndrome pour créer des médicaments pour tout et des solutions pour tout qui font business derrière. Bon, bah alors du coup, on n'a plus de solution derrière. Bah si, en fait. On peut parler avec des gens, on peut écrire. On a les moyens, mais on les a oubliés parce qu'ils ont été remplacés par d'autres besoins artificiels qui nous ont été créés. Alors effectivement, derrière, il y a des études et tout. Donc il y a des choses qui marchent, et tant mieux si ça marche pour vous. Mais attention à jusqu'où ça va en fait. Tant mieux si ça marche pour vous, hein. Ok, c'est ok, ça marche pour des gens, bah tant mieux. Ok. Mais derrière, il faut toujours avoir un recul. Donc moi-même, je suis la première à parfois ne pas avoir de recul et à être facilement influencée. Donc je suis la première à donner des leçons parce que moi-même, j'essaye de le faire sur moi, mais je n'y arrive pas toujours. C'est pour ça que je donne des leçons, c'est parce que personnellement, parfois, j'y arrive pas. Voilà, on parle de ce qu'on connaît. Et c'est ce que je sais de moi, c'est que parfois, bah oui, je me trompe. Et parfois, je fais des résumés et des clichés, et ben voilà. Donc après, quand vous continuez le livre sur la secte, bah ça commence avec des vers de chants, des poèmes dans une autre langue, à la prière. Voilà, c'est une sorte de mini-bible. Voilà, en fait, c'est une nouvelle Bible. Et parce que vous avez eu tout le processus pour rentrer dedans et continuer à lire et écouter et de bienveillance et du pain au chocolat. On vous a vendu des pains au chocolat, c'est bon les pains au chocolat, vous avez continué à en manger. Et vous ne remarquez même plus que vous avez atteint l'obésité à cause de tout petits pains au chocolat innocents. Bah ouais. Mais c'est pas grave si vous êtes obèse puisque ce ne sont que de petits pains innocents bien pour vous et vous êtes bien dans votre tête donc tout va bien. C'est assez intense, beaucoup de choses à dire. Donc voilà, je rappelle que vous pouvez vous faire votre avis, vous pouvez commenter ou partager, faites ce que vous voulez. Franchement, vous avez le droit de pas être d'accord avec moi et de critiquer. Justement, moi je trouve ça super intéressant l'opposition parce que c'est ça qui va peut-être enrichir les arguments et m'encourager à aller chercher les informations pour vérifier ce que je raconte et peut-être que à l'épisode prochain, eh bien je vais utiliser ce que vous allez raconter pour enrichir mon débat et parler de plus des pour et contre. Ce que je trouve super intéressant parce que plus je vais parler des opinions, plus les opinions vont vouloir m'écouter. Il faut d'abord montrer à l'opposant qu'on le comprend, qu'on est d'accord, tu n'aimes pas ci, tu n'aimes pas ça, je comprends que ça puisse être déroutant, déstabilisant, tac, empathie. Et ensuite, cette personne peut nous écouter. Elle peut être ou pas d'accord avec nous, mais déjà qu'elle nous écoute, c'est un premier pas.
Donc moi, en fait, je vous invite à faire des commentaires constructifs, hein, pas insultants, vulgaires et tout ça, ça ne sert à rien, c'est juste pour évacuer votre je ne sais quoi, hein. Mais si vous avez besoin, tant mieux pour vous, hein. Tant que vous venez pas me tuer chez moi, tout, enfin ça va, enfin ne le faites pas. Mais je ne suis qu'une innocente, voilà, qui influence des gens, attention. Donc voilà, si vous avez des choses constructives à me dire ou encourageantes, hein, vous pouvez m'encourager aussi. Voilà, n'hésitez pas. J'espère que ça vous a plu, que c'était intéressant pour vous. Et voilà, moi c'était un plaisir de d'évacuer tout ce que j'avais à dire. Et voilà, bah, je vous souhaite une bonne journée. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.